Bonjour. 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 Bonjour Jason. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Nicolas van der Straten, j'ai 24 ans et je suis comédien dans le projet Cocotte Minute. Alors moi c'est Benjamin, je suis également comédien dans ce projet. Et moi c'est Alice, je suis comédienne aussi dans Cocotte Minute. Depuis combien de temps la troupe existe? Alors la troupe existe depuis maintenant, officieusement je dirais que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on existe. On a commencé à créer le projet d'abord quand on était à l'école. On était chacun et chacune dans la même école de théâtre. La metteuse en scène, Élise, elle, était une promotion en dessous de la plupart d'entre nous, a fait appel à nous pour créer Cocotte Minute. Et avec les années, on a créé la SBL Séisme, qui a donné naissance, on peut dire entre guillemets, à la troupe qui porte aujourd'hui Cocotte Minute. Donc voilà, ça fait 2 ans, disons, que nous existons. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors Cocotte Minute, ça représente, je pense, l'idée de mettre des choses sous pression. Donc c'est une pièce en tout cas où au fur et à mesure de la narration en tout cas, il va y avoir un élément qui va peut-être faire exploser cette cocotte de cette cocotte minute. Du coup voilà, je pense que c'est dans l'écriture, tu me dis si je me trompe, Alice. Au fur et à mesure du récit, la pression monte, notamment c'est surtout la pression qui est mise sur les aides-soignantes qui doivent s'occuper des résidents. Et en fait, en fonction des moyens qui leur sont alloués ou justement qui ne leur sont pas alloués, elles se retrouvent à devoir supporter beaucoup de travail. Et au fur et à mesure, en fait, la pression augmente, jusqu'à ce que la cocotte minute explose, vraiment le principe de la casserole à pression, et jusqu'au moment où il y a un accident qui se passe. Voilà. Quel est le thème de la pièce? Alors le thème principal de la pièce pour moi, et je pense pour nous tous, je dirais que c'est principalement parler des conditions de travail en maison de repos. Donc c'est un projet qui met avant tout les projecteurs sur les conditions de travail des aides-soignants et plutôt aides-soignantes ici, puisque les 2 aides-soignantes sont jouées par du coup 2 comédiennes. Donc parler des conditions des aides-soignantes en maison de repos et démontrer effectivement toutes les problématiques qu'il y a dans les rouages de l'industrie des maisons de repos. Nous traitons principalement des maisons de repos qui sont de l'ordre du secteur privé, donc un secteur qui est gangréné par beaucoup de problématiques qu'on essaie de dénoncer sans pour autant pointer un coupable dans le projet. Donc voilà, on parle principalement des dysfonctionnements des maisons de repos. Sinon, je pense aussi qu'on traite un peu de la vieillesse de manière plus large, mais je dirais que c'est plutôt, selon moi, c'était pas la thématique principale, mais on parle de la vieillesse aussi, et de comment on vit cette vieillesse, et de comment on la pressent aussi nous en tant qu'individus. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, vous deux. C'était déjà très très complet. Qui est l'auteur ou l'autrice de la pièce? Alors c'est Élise Henrion, donc c'est quelqu'un qui vient de la région en fait. Qui a fait ses études à Bertry et en fait qui dans son parcours a eu la spécificité de d'abord faire un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée où justement elle a rencontré des situations qui l'ont marquée à l'époque dans les conditions de travail en maison de repos entre autres, et puis dans son deuxième parcours elle s'est lancée dans des études artistiques et je pense que en fait c'est ce qu'elle essaie de faire, c'est comment mêler ses expériences du social avec son parcours artistique, et finalement elle est revenue justement dans sa région, on va dire sa région d'origine pour proposer ça ici en tout cas. D'après vous, l'infirmière D'après vous, l'infirmière est coupable ou responsable? L'infirmière est-elle coupable, c'est ça? Ou responsable? C'est un peu la question. Ici, comme dit Benjamin, on essaye de pas pointer du doigt quelqu'un en particulier, mais plutôt de questionner le système qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet ou ne permet pas d'avoir des bonnes conditions de travail et qui peut mener à certains accidents. Après, on a eu des personnes qui nous ont donné leur avis à ce sujet. On avait eu une aide-soignante qui travaillait dans un home du CPAS, je pense, qui nous avait dit que pour elle, l'infirmière était coupable, que c'était une erreur professionnelle. Mais voilà, le but de la pièce n'est pas de pointer du doigt l'infirmière, c'est justement de montrer que le système lui-même est violent et que c'est une forme de maltraitance institutionnelle de mettre
les êtres humains, aussi bien ceux qui s'occupent des résidents que les résidents eux-mêmes dans des situations et dans des conditions de vie et de travail qui sont celles-là. Oui, puis j'ai l'impression que c'est le fait divers ici qui est utilisé pour l'écriture de la pièce est plutôt là pour marquer des éléments que pour traiter ce fait divers en soi. Je pense qu'on n'a pas d'avis, en tout cas personnel, à avoir sur ce fait divers. Mais peut-être qu'on l'utilise justement pour ouvrir des questions sur qu'est-ce que ça provoque et les émotions que ça provoque, en tout cas cet incident qui s'est passé, pour venir questionner un système, des réalités, des humanités aussi, et venir un petit peu poser des questions plutôt que de nous-mêmes essayer d'y répondre, je crois. Donc les avis sont assez variés et en fait très personnels, je crois. Oui, je pense que vous avez à peu près tout dit. En tout cas, on utilise ce fait divers pour pouvoir soulever d'autres questions. Donc nous, notre volonté, c'est absolument pas de faire le procès. Nous, on vient poser des éléments factuels, des choses qui se sont véritablement passées, parce que si l'écriture d'Élise donc vient d'un journal de bord qu'elle tenait quand elle était étudiante en tant qu'éducatrice, et donc voilà, on pose des faits, mais on met pas de jugement sur ces faits. Et après, le public s'en fait aussi son avis. Donc on n'est pas là pour dénoncer ou pour pointer du doigt une personne, mais on pointe des problématiques et on est là pour réfléchir ensemble et avec le public. Après avoir travaillé sur cette pièce, est-ce qu'aller au home vous fait peur? Dans une maison de repos vous fait peur? Y aller personnellement dans un futur ou aller rendre une visite? Dans un futur? Alors, je ne pense pas que ça me fait peur. Je pense que c'est pas un choix que je prendrais, mais pas par peur. Mais en fait, je comprends mieux et surtout, je comprends la nécessité. C'est surtout le fait d'avoir été en contact avec des gens de ce milieu-là, plus que de travailler la pièce, où maintenant, j'étais beaucoup plus en contact, soit avec des aides-soignants, aides-soignantes, ou des personnes qui vivent en home. Moi, personnellement, je me dis, le jour où je n'aurai pas le choix, en termes de dépendance physique, je pense que j'irai. Oui, en fait, j'ai peur. C'est difficile de répondre à la question. Je pense que je me pose aussi la question de si moi je devais placer mes parents. Est-ce que j'aurais peur de placer mes parents parce que j'ai discuté avec quelqu'un ce matin qui vient de placer sa mère et ça fait 4 jours que cette personne pleure vraiment parce qu'elle est triste, parce que c'est difficile de placer son parent dans une maison de repos, parce que voilà, c'est difficile de les mettre dans cette situation où en fait ils sont dépendants et donc voilà. Donc est-ce que moi j'aurais peur? Oui, je pense. Mais après, c'est difficile à dire quelle vision de la vie, quelle vision de moi j'aurais à l'âge, si j'atteins cet âge-là, comment je verrai la vie. Je pense qu'avec le recul que j'ai maintenant, c'est vraiment complexe de répondre. Et j'espère que d'ici là, les choses auront peut-être changé. On peut toujours espérer, mais je pense que moi, placer mes parents, ce serait un gros dilemme déjà. Et vous? Oui, alors moi, personnellement, peur, j'ai pas peur parce que j'ai pas assez de recul avec la question pour pouvoir me dire, tiens, est-ce que c'est une possibilité? Je suis personnellement encore trop jeune pour me dire, tiens, ça pourrait arriver. Mais si je devais y réfléchir, je pense qu'il y a quelque chose d'assez formidable dans les homes et dans les maisons de repos, et on en parle aussi dans le spectacle, c'est qu'il y a une notion de vie en communauté qu'il faut pas oublier et qui, je trouve, est vitale pour certains et certaines et est importante parce qu'on garde une sorte de vie sociale et on continue à avoir du monde parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille, tout le monde n'a pas la chance d'être entouré avec une famille. Et puis les amis s'effritent avec le temps. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, encore une fois, ça relie la thématique du spectacle. C'est, moi, je rêverais d'un endroit où les homes continueraient à exister, mais où effectivement, on reverrait drastiquement toute la politique qui gère la viabilité dans les homes et les conditions de travail, les conditions d'accueil. Je pense que oui, c'est vraiment une question de remaniement, mais que cette vie en communauté dans les homes pour les personnes âgées, pour nos aînés, elle est primordiale. Est-ce que vous trouvez normal que la santé et le bien-être des personnes soient liés à l'argent?
Oui. Non, pas du Pourquoi? tout. Non, je pense que pas du tout. Et je pense qu'il y a un gros problème de fond, en fait, là-dedans. Parce que je pense que c'est une question qui peut se poser pour énormément de choses, que ce soit l'éducation, que ce soit les systèmes de santé, que ce soit la façon dont on gère une fin de vie à l'heure actuelle. C'est une question très large qui est effrayante parce que, finalement prédominante, ou dans les recherches qu'on a pu faire. Attention, il y a aussi des superbes choses, donc c'est normal qu'on ici, pour un petit peu questionner, on vient chercher des éléments qui viennent un peu plus grincer. Mais par contre, il y a des choses très effrayantes là-dedans. Et alors, ce qui est encore plus effrayant, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, c'est ne pas être d'accord, c'est une chose. Quoi faire avec ça? On se retrouve vraiment à des questions de dire qu'est-ce que je peux... il est où mon champ d'action là-dedans, et c'est compliqué en tout cas. Je sais pas vous, mais... Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on se pose dans le spectacle, dans la façon dont on a construit le spectacle et l'après-spectacle. C'est ok, on montre aux gens le résultat de nos recherches, on essaie de dénoncer quelque chose, et après qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça qu'après le spectacle, on a essayé d'imaginer un espace où il est possible d'échanger, de voir ce qu'on peut faire. On va avoir l'organisme Respect Senior qui sera là pour discuter, pour que les gens ne repartent pas avec ce paquet-là chez eux, et puis après j'en fais quoi? Je suis juste en colère, et qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc c'est vrai que la question des actions qu'on peut mener se pose, et ce que Élise disait régulièrement, c'est que si en sortant du spectacle on a une personne qui se dit ok, en fait je vais aller boire un café avec ma grand-mère parce que je viens de voir ça, en fait c'est déjà un pari qui est gagné. Ne fût-ce qu'une petite prise de conscience de ok, les personnes plus âgées, les aînés, ils sont là, on va recréer ou continuer à créer du contact, parce que je pense que le fait qu'ils soient isolés entre eux aussi, ou parfois isolés tout simplement, c'est aussi quelque chose d'un peu dommage. Je pense que le fait que différentes énergies de jeunes, de plus âgés se côtoient, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Pour en revenir à la question qui était posée à la base, qui était est-ce qu'on trouve ça normal que la prise en charge des aînés soit liée à l'argent, j'ai envie de répondre un peu à contre-cœur que oui. Parce qu'il y a un endroit aussi, aujourd'hui on n'a pas les moyens publics, l'argent public n'a pas les moyens de s'occuper d'autant de personnes, de prendre en charge autant de personnes, de le faire correctement. Donc forcément il y a des personnes qui reprennent ça dans le secteur privé, qui le font avec des moyens supplémentaires, ou qui le font en faisant justement des bénéfices, et du coup ça entraîne un cercle vicieux où il y a de l'argent qui se fait là-dessus. D'ailleurs on parle l'argent qui se fait dans les homes, les bénéfices, on l'appelle l'or gris. Donc c'est effectivement, il y a un système qui est lucratif, mais qui est vital. Et donc aujourd'hui, on est obligé, on est dans une logique aussi qui est capitaliste, qui fait que on doit rendre ça rentable à un endroit, et il y a de l'argent qui doit entrer en jeu. Maintenant, si on veut penser la chose de manière utopique, on voudrait aller vers quelque chose où justement la notion d'argent et la notion de moyens financiers n'entrent plus en jeu, parce que tout le monde a le droit effectivement à vivre sa retraite et sa fin de vie sereinement. Mais voilà, la problématique aujourd'hui, et ça nous dépasse un petit peu, et du coup c'est pour ça que c'est aussi un cri d'alarme, parce qu'on va pas vers du mieux, parce que d'ici 2050, la population de personnes âgées de plus de 60 ans va pratiquement constituer un quart, voire plus de la population. Donc on se dit, face à cette crise, que fait-on ? Et est-ce que du coup on va en arriver à un endroit où ce sera uniquement les personnes qui ont les moyens lucratifs d'avoir une fin de vie sereine? Est-ce qu'au final on va pas devoir sacrifier des personnes? Et la crise du Covid l'a montré, on a perdu beaucoup de personnes, peu de moyens, trop peu de moyens ont été mis en place. En fait, il faut que les finances publiques et tout le système est à revoir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la notion d'argent, elle est nécessaire. Mais que faire pour aller vers un mieux? On n'a pas la réponse, mais en tout cas, on crie pour dire aux gens, voilà un endroit, il faut une prise de conscience, et peut-être que d'autres prendront le flambeau, et peut-être qu'avec la pérennité de ce sujet, on arrivera à penser ensemble à des solutions. Mais voilà, je pense qu'elle est nécessaire. Pourquoi faut-il venir voir le spectacle d'après vous?
Oui, bah oui, quand même. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir voir le spectacle? Parce que, parce que, voilà, nous on a envie de présenter ce travail, on a envie de le montrer, on a envie, parce on ressent cette nécessité de porter cette parole. Et puis, parce que, voilà, le théâtre, ça peut être un divertissement, ça peut être drôle, ça peut être, voilà, ça peut être vu comme un divertissement, mais c'est aussi un lieu où un espace-temps où une parole peut être dite, et cette parole, parfois elle n'est pas facile à entendre, et voilà, ce n'est pas qu'un divertissement, ça peut être aussi plus engagé, même quand je ne veux pas séparer divertissement et engagement, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que simplement pour passer un bon moment, qu'il soit récréatif ou pas, parce que ça peut être aussi un bon moment. Puis je pense ici, il y a la chance d'avoir de la jeunesse qui vient prendre un sujet justement à l'opposé de nous. C'est-à-dire que c'est vrai, tu as posé la question, mais on est quand même tous très loin d'envisager la fin de vie en maison de repos. Et je pense que de voir des jeunes qui viennent crier sur ces sujets-là à l'heure actuelle, je pense que c'est très intéressant en fait, parce que on peut à la fois avoir le prisme de nous, de notre âge, avoir un sujet qui va nous toucher en fait, et relier les gens à ce sujet-là, qui est quelque chose qui est vraiment oublié à l'heure actuelle en tout cas. On n'y pense pas tant qu'on n'est pas confronté, et comme l'a dit mon cher collègue, on va y être de plus en plus confronté. Donc il y a quelque chose de l'intérêt personnel par rapport à ce sujet-là, du fait d'avoir un besoin de s'informer, d'entendre des jeunes qui crient, qui viennent questionner avec leur tripes ce sujet-là, ce collectif, soutenir la jeune création. Il y a énormément de choses à prendre. Et je pense que si les gens viennent, chacun aura son petit bout qui pourrait l'intéresser, en tout cas dans ce spectacle, qui est quand même très riche. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup dedans, il y a beaucoup de formes, c'est vraiment... voilà, chacun y trouvera son intérêt, je crois. Oui, je vais un peu reprendre ce qui a été dit parce qu'on est souvent sur la même longueur d'onde, mais je pense effectivement que tout le monde peut y trouver son compte, donc je pense que c'est un spectacle qui peut rassembler autant les néophytes du théâtre que les personnes qui ont l'habitude de le consommer, et aussi parce que comme on l'a répété à plusieurs reprises, c'est un cri, ça crée débat, et si maintenant il y a une famille ou un groupe d'amis qui rentrent chez eux, qui ont une discussion, ou comme l'a très bien dit Alice, et comme Élise l'avait dit à l'époque, simplement se dire tiens, aujourd'hui je vais aller boire un café avec ma grand-mère, je pense que le pari il est tenu, et je pense qu'on a rempli notre part du contrat. Quels sont vos projets à venir? Alors, L'agenda. moi pour l'instant, donc moi je travaille sur plusieurs compagnies. J'ai aussi une compagnie de théâtre itinérant, art de rue, art du cirque, qui s'appelle la Compagnie du Graal. Et pour l'instant, je travaille sur un spectacle pyrotechnique, donc qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Cracheur de feu, jongleur de feu, où on essaye de revenir à qu'est-ce qu'un rituel et qu'est-ce qui rassemble les gens aujourd'hui à l'heure actuelle. Ça, c'est un petit peu pour moi. Alors, comme projet parallèle, donc je joue dans un spectacle qui parle du harcèlement à l'école, un spectacle de théâtre-action. Donc ça, c'est un spectacle qui tourne depuis quelques années, qui continue à tourner avec Alvéole Théâtre, donc je travaille un peu là-dedans. Si pas comme projet qui n'a pas encore vu le jour, je pense que j'ai envie d'aller, de continuer à creuser différents intérêts créatifs dans la danse. Voilà, je fais un peu de danse derviche, de différents styles de danse un peu spécifiques. Voilà, continuer à me former aussi dans différentes danses, dans différentes pratiques de mouvement. Je me suis toujours intéressée au corps, donc voilà. Et puis faire de la couture, je pense aussi. Mais bon, après, ça, ce sont les projets plutôt perso, un peu entre travail et loisirs personnels non lucratifs, je veux dire. Voilà. Alors, pour le moment, je suis membre effectif de la SBL Séisme avec Benjamin. SBL Séisme, du coup, je le rappelle, qui produit et diffuse le spectacle Cocotte Minute et d'autres spectacles à venir. Je suis également fondateur avec un collègue de la compagnie Hurluberlu, qui écrit principalement des spectacles de divertissement. Donc voilà, on a envie de rassembler les gens justement qui ont peu l'habitude d'aller au théâtre
et on a envie de redonner un peu de sourire dans une actualité qui est parfois un peu difficile à regarder. Donc ça, c'est ce que je crée. Et sinon, je fais principalement de la voix, du doublage en studio, sur des courts-métrages, des séries. Et enfin sur un court-métrage et une série, parce que j'ai parlé au pluriel, sur un court-métrage et une série. Sinon, je travaille sur la web-série 5 minutes de gras, qui est portée par l'ASBL Azoui, 5 minutes de gras, qui aura droit d'ailleurs à sa forme plateau, qui sera un spectacle jeune public et qui traite donc des problématiques de la grossophobie et du regard de la société sur les personnes grosses. Voilà. Pour le reste, Alice, c'est la couture. Moi, je pense me remettre au karaté, faire un peu de sport, comme ça on parle un peu de soi. Mais voilà, et être heureux, principalement, c'est important. Et juste une dernière question, le matériel qui se trouve derrière nous, vous allez le chercher où? Alors... Cette chaise roulante sur laquelle je suis assise a été offerte a été offerte un peu en stummeling, donc faut pas trop le dire, par une connaissance de mon papa qui travaillait à la Croix-Rouge juste à côté. Donc cette chaise roulante, en tout cas pour celle-là. Après, je ne sais pas où est-ce qu'on a eu. Le reste, ça a été principalement. Bon, il y a eu des deux. Tout ce qui était matériel médical, on va dire, a été principalement des dons par des gens qui étaient touchés par le projet. Et puis le reste, ça a été Loris Legnaro, qui est scénographe et qui a créé un petit peu, avec ce qu'il pouvait, voilà, cette espèce d'atmosphère. On a essayé de trouver une atmosphère, j'allais dire un peu hôpital, oui, mais mais aseptisé, voilà. Aseptisé un peu, ouais. Et voilà, donc on a été un petit peu chiné entre les dons, entre ce qu'on a pu trouver et entre beaucoup de bricolage, par exemple, pour avoir cette atmosphère qu'on voulait. Les tables ont été fabriquées, si je dis pas de bêtises. Les chaises, elles ont été rafistolées aussi. Oui, les chaises, les tables, on a eu les mains, les intelligences de bricoleurs. Benjamin s'y est mis aussi, Loris, vraiment, voilà. Heureusement qu'ils étaient là. Et beaucoup de dons. Du coup, voilà, il y a autant de la récup, des dons et de la construction. C'est un peu de tout. C'est un micmac. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci beaucoup.